Salut à tous, bienvenue pour ce 11e podcast Golasso TV, nos podcasts donc hebdomadaires aujourd'hui. Avec Jordan, nous allons aujourd'hui évoquer un thème qu'on évoque souvent dans les émissions en live de Golasso TV, qui sont les expected goals, les expected points. On a envie de faire une émission avec Jordan un peu plus, tout simplement, concentrée sur ces nouvelles stats qui sont apparues il y a quelques saisons dans le monde, dans le paysage footballistique européen. Et les appliquer donc à notre cher championnat, la Liga NOS, et surtout sur la première partie de saison pour voir certaines tendances et certaines interprétations que peuvent nous donner ces stats. Donc je suis bien évidemment accompagné de Jordan. Jordan, comment tu vas? Salut Mathieu, ça va très bien et toi? Super, super. On va aborder un sujet qui nous tient à cœur. Ces nouvelles stats qui sont arrivées dans ce paysage footballistique. Faut savoir que au Portugal, c'est surtout, enfin c'est pas vraiment une compagnie, mais le site Goalpoint qui est affilié à Opta qui délivre généralement ce genre de stats. En tout cas, à la fin des matchs, on a souvent ces stats des expected goals surtout. Et donc en Europe, c'est surtout bien sûr l'entreprise Opta qui est plutôt connue. Et donc pour cette émission, on va faire deux parties très distinctes, hein. Une partie sur qu'est-ce que sont vraiment les expected goals et les expected points. Voilà, expliquer clairement en fait pourquoi on évoque ce terme et cette stat dans nos émissions en live. Et ensuite, dans une deuxième partie, avec nos différentes sources des différents chiffres qu'on a réussi à obtenir, tout simplement essayer de les interpréter et de voilà, voir quelles sont certaines tendances qui se sont dégagées sur le début de saison vis-à-vis de certaines équipes en vue de cette deuxième partie de saison qui a déjà un petit peu commencé. On est déjà à 5 journées après la deuxième partie de saison. Donc, on commence tout de suite. Première partie donc sur qu'est-ce que sont les expected goals et les expected points. Donc, on va citer deux, trois passages aussi d'un livre qui est sorti en fin d'année dernière qui s'appelle The Expected Goal Philosophy de James Tippett, donc qui est quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise qui s'appelle Smart Tods et qui est l'une des grandes entreprises qui a qui a révélé au jour les expected points et les expected goals et ce genre de stats au grand public et qui les utilise encore notamment dans tout ce qui est paris sportif. Et donc, lui, il définit exactement les expected goals comme une stat qui fonctionne en mesurant la possibilité pour chaque tir durant un match de résulter en un but. Chaque frappe au but va recevoir donc une valeur appelée shot probability. Donc en gros, chaque tir qui va être réalisé lors d'un match, pour une équipe ou pour une autre, va donc recevoir une shot probability, donc une probabilité, en gros, d'entrée de marquer. Donc on va avoir donc ça va bien sûr dépendre de tout ce qui est le nombre de joueurs qui va se trouver devant le joueur lorsqu'il va le frapper. Ça va dépendre donc de la position du tir en fonction des cages. En gros, plus le tir va être près des cages, on aura forcément des chances de marquer. Il est bien plus simple de marquer au 6 mètres que de marquer un but de 30 mètres. Donc ça c'est plutôt logique et c'est plutôt facile de compréhension. Ça va dépendre donc de la position, du nombre de joueurs qui va se trouver. Ça va aussi dépendre aussi que si le joueur tire de son pied fort, de son pied faible ou de la tête. Donc selon cet algorithme, il est plus simple de marquer des pieds tout simplement que de la tête. Donc ça aussi, ça va jouer sur la probabilité de marquer. Et en gros, avec tout ça, on réunit donc ces énormes entreprises qui sont Opta et Smartodds vont recueillent des données sur chaque tir sur chaque tir durant un match et donc en fonction ils ont une base de données assez incroyable pour pouvoir calculer en fonction de chaque tir quel tir va entrer, quelle probabilité pour chaque tir pour marquer un but. Donc je sais pas si tu as quelque chose si tu as quelque chose à rajouter Jordan sur les expected goals et sur son application. Non, c'est très clair. Juste, il y a quelques limites aux expected goals et on va les citer directement. Vois surtout trois. La première, c'est que si on ne tire pas, du coup, ça ne compte pas dans le calcul des expected goals. Voilà, c'est Donc, ça. imaginons une contre-attaque à 2 contre 1. Donc, c'est une très très grosse occasion, voire le plus gros type d'occasion que l'on peut avoir. Et par exemple, une passe est coupée, ça va compter comme un zéro, alors Mhm. que ça restera une des plus grosses occasions du match. Il y en a une deuxième, c'est que au final, la probabilité de marquer du droit à 6 mètres avec personne devant soi ou avec une personne devant soi, ça va être la même pour tout le monde. Et on se doute que par exemple, un joueur comme Ronaldo, comme Messi, a plus de chances de la mettre
qu'un joueur lambda, entre guillemets. Donc forcément, pour certains joueurs, ces stats vont être moins intéressantes. Et c'est là où justement, peut-être qu'en Liga NOS, elles sont particulièrement plus intéressantes, parce qu'on va dire que la Liga NOS, on est plus ou moins dans la moyenne européenne, donc ça s'applique encore plus. Et la troisième, c'est un petit point, c'est que l'algo n'est pas forcément le même pour toutes les entreprises qui fournissent ces stats-là. C'est-à-dire que Goal Points va avoir son algo, mais ça ne va pas être forcément le même algo partout. Et donc, on ne va pas forcément retrouver les mêmes expected points pour le même match selon le fournisseur, même si dans la plupart des cas, ça va être très très proche. Mais j'ai remarqué que, par exemple, certaines boîtes avaient tendance à peut-être un peu sous-estimer les expected goals par rapport à d'autres qui vont peut-être surestimer les expected goals. Mais au final, vu que sur le même match, sur le même championnat, ça va être la même boîte qui va le faire, bah forcément, soit ça va être sous-estimé partout, soit ça va être surestimé partout, et on pourra quand même conclure sur la longue. Voilà, et si on prend par exemple un cas qui est très spécifique, le cas du penalty, on va donc avoir donc le penalty, on a une position de tir qui est nette, et en gros, chaque entreprise va avoir un échantillon par exemple de 3000 penalty, et donc une entreprise comme Understat qu'on va voir tout à l'heure va estimer qu'il y a 0,76 expected goals, donc 76% de chance de marquer ce penalty en fonction de toutes les données qu'ils ont. Mais il y a d'autres entreprises qui peuvent avoir d'autres échantillons, plus ou moins d'échantillons, et donc au final ça va pas varier de beaucoup, mais ça peut varier ça peut pas forcément être 0,76 par rapport à Understat. Donc si on prend le cas du penalty, on va avoir donc cette stat qui va être donc de 0,76 expected goals pour je crois toutes les entreprises, mais il y en a d'autres qui sont pas exactement sur ce cas-là. Et j'ai même entendu un mot là, j'ai vraiment été sûr du penalty qui doit être valorisé à 1. Ça, j'ai toujours eu un peu de mal. Je sais même pas qui le fait vraiment au final le 1. Je sais plus, mais je sais que quelques-uns le faisaient. Et oui, c'est pas Voilà. forcément logique d'avoir un, parce que bon, un penalty, c'est pas non plus un but fait. Et du coup, il y a aussi une autre limite qu'on pourra jamais combattre. C'est, imaginons, on fait un très bon match et on estime qu'on a été lésé sur 2 penalties. Bah forcément, ça n'apparaîtra pas dans les stats expected goals et ça comptera comme du zéro. Voilà. Après, en soi, c'est logique vu que ça n'a pas été sifflé. Et donc, pour finir sur l'explication, pour calculer à la fin de chaque match, donc on va prendre tous ces tirs. Tous ces tirs vont donc être notés en fonction des expected goals. Et au final, on va faire tout simplement une addition de tous les expected goals du match. Et on va avoir donc on va avoir le résultat que tout le monde connaît. Mais ensuite, on va avoir donc ce sort de résultat expected goals qui va nous donner donc une autre indication sur la production offensive. C'est un peu comme ça que le synonyme de tout ce que va donner cette stat, ça va être donc la production offensive d'une équipe vis-à-vis vis-à-vis de son match. Donc là, si on prend un exemple d'un match qui s'est déroulé vendredi dernier, donc ceux qui regarderont peut-être pas forcément le podcast sur YouTube, donc on va essayer d'être le plus descriptif possible. Donc vendredi dernier, on avait donc un match entre le Bayern de Munich et Paderborn. Donc on a eu un Bayern de Munich qui a marqué, donc le résultat était 3-2. Le Bayern de Munich a eu 3 expected goals, donc vraiment pile poil, c'est exact. Donc ça correspond exactement à leur production offensive lors de ce match. Ils ont eu 3 expected goals, ils ont marqué 3 buts. Donc on peut dire qu'ils n'ont été ni efficaces, donc ils n'ont pas manqué d'efficacité, mais ils n'ont pas eu un surplus d'efficacité. Ils ont eu leurs occasions, ils les ont marquées. Par exemple, Paderborn, eux, a eu c'est 1,41 expected goals, ils ont marqué 2 buts. Donc on peut dire qu'ils ont un petit peu, ils ont été efficaces, ils ont marqué un peu plus ils ont marqué plus que leurs expected goals, donc ils ont été un peu plus efficaces. S'ils avaient eu, par exemple, s'ils avaient eu 3-1, bah là on peut dire que Paderborn avait plus créé au niveau de la production offensive, mais qu'ils n'avaient pas été récompensés, puisqu'ils avaient marqué un but, ils n'avaient marqué qu'un but. Donc si on veut faire une analyse rapidement du score plus de ces expected goals en corrélation, on obtient à peu près ça. Disons que si Paderborn fait ce genre de match-là toute la saison, en règle générale, ils marqueront soit un but, soit 2 buts. C'est ça. Et plus l'on va dans le temps, plus ce sera vrai. Mais forcément, avec ce genre d'expected goals, on ne fera pas forcément un ou 2 buts et on verra des cas contraires. Voilà. Et par exemple, si on prend un autre cas, par exemple du Real Betis, du Betis Séville face à Mallorca vendredi dernier aussi, là on a un cas encore plus important, c'est-à-dire qu'on a un Real Betis donc, qui a marqué 3 buts, donc il y avait 2,82 expected goals, donc là il y a certes un léger delta de 0,12.
de 0,18, pardon. Donc c'est plutôt léger, donc il faut l'interpréter quand même sur que le Real Betis a quand même produit assez pour marquer ses 3 buts. Par contre, on a un Mallorca qui a eu seulement 0,95 expected goals pour 3 buts marqués. Donc là, on peut dire clairement qu'ils ont été qu'il y a eu du réalisme, il y a eu de l'efficacité, peut-être un peu de chance vis-à-vis de la production offensive de Mallorca lors de ce match qui a été largement en surperformance sur ce match-là. Ouais, c'est ça. Et pour un petit peu compléter la chose, c'est pas non plus parce une frappe lointaine qui va avoir un expected goal de 0,05, je ne sais pas si on la met, ça veut pas non plus dire qu'on a été chanceux, mais disons que si on va la faire 10, 15 fois, c'est la fois où elle est rentrée justement. Mm-hmm. Et c'est pour ça que quand on va se dire peut-être que sur un match, on va avoir un petit peu de réussite, mais c'est justement en enchaînant les matchs, en ayant un grand nombre de matchs, qu'on se verra que pour la plupart des clubs, l'expected goals et le nombre de buts réellement marqués, bah, ça colle la majorité du temps. C'est ça. Et par exemple, si on prend le cas du Betis sur ce match-là, le Betis obtenu un penalty. Et donc, en fait, si on enlève les 0,76, on serait donc plus qu'à 2,06. Merci. Et donc, c'est pas rare non plus que quand on analyse les expected goals durant un match, on enlève le penalty parce qu'on ne sait pas vraiment parfois où il se trouve. Et donc, on dit que il est possible qu'un penalty ne soit pas créé sur une occasion très dangereuse. Imaginons qu'il y a une faute au coin de la surface de réparation, c'est pas forcément donc une véritable occasion de but. Et donc, dans certains cas, on peut enlever donc l'expected goals du penalty pour ne pas en gros fausser le chiffre des expected goals. Et donc, on pourrait penser que le Real Betis n'a marqué que n'aurait pu avoir que 2 expected goals contre 3 buts s'ils avaient perdu contre 2 buts. Et donc là encore, ça aurait été plutôt logique. Ils auraient ni été en surperformance ni en sous-performance. C'est ça, entre guillemets, une sorte d'expected goals dans le jeu. C'est ça. Pour faire, c'est ça. Et si on revient sur le cas du Bayern face à Paderborn, on peut avoir donc ce genre de graphique qui donc est qui sont des sortes de time map, des sortes de time map où on peut voir en fonction des expected goals quelles équipes va avoir les moments forts en fonction du match, en fonction donc de leurs expected goals et donc d'une élévation de leur pic sur cette courbe-là. Et donc on peut voir limite on peut avoir vraiment une sensibilité vis-à-vis du match et voir à peu près qui a commencé fort son match, qui a commencé à avoir des occasions, est-ce que l'équipe adverse a bien réagi. Et donc au final, ça te donne certaines indications. Avant même de voir un match, ça peut donner certaines indications sur la qualité du match et sur qui a dominé et qui n'a pas. Et qui a dominé, quelle équipe a dominé l'autre équipe. Là, par exemple, on peut voir par exemple, pour Paderborn qu'ils n'ont pas tiré jusqu'à à peu près la 40e minute de jeu. Donc on peut se rendre compte que le Bayern de Munich, de la première minute à la 40e minute de jeu, on peut légèrement supposer que le Bayern a dominé son adversaire du soir, en plus en jouant à domicile. C'est ça, et ça rejoint, c'est très très visuel, et ça rejoint un peu ce qu'on disait dans le sens où Paderborn, avec ce genre de match, marquera soit un but, soit 2 buts. Et ben on le voit là, on a eu une très très grosse occasion et une grosse occasion, c'est-à-dire que la très très grosse occasion, ils la mettront la plupart du temps, et la grosse occasion entre guillemets, ils la mettront une fois, l'autre fois ils la rateront. Et dans le sens où si on a 0 but sur ce genre de match, bah, c'est quand même qu'ils auront assez vendangé parce qu'il y a une très très grosse occasion et une bonne occasion. Et normalement, tu t'en tires au moins avec un but. Et si tu mettais 2 buts sur ce match-là, c'est qu'il y avait une frappe lointaine ou un peu de chance, un peu de réussite sur une occasion qui faisait que tu marquais un 3e but. Voilà. Et donc, si on passe juste sur un petit moment sorte historique, on va avoir donc donc les expected goals en gros ont été un peu révélés au grand public à partir de l'année 2017, donc après un match d'Arsenal face à Manchester United, je crois, où c'est Arsène Wenger qui avait commencé un peu à révéler au grand public qu'est-ce que sont les expected goals et qu'est-ce que sont les expected goals en analysant le match de son équipe par rapport aux expected goals. Ça avait surpris beaucoup de monde parce que en final peu de gens étaient au courant et depuis donc déjà sûrement depuis la saison dernière on commence c'est une stat qui a été un peu révélée au grand public et donc les entreprises telles que Opta ont commencé à faire à donner leur rapport de match statistique en rajoutant les expected goals, mais c'est une stat qui est utilisée depuis très longtemps par les clubs de foot. Et donc par rapport à Arsenal, Jordan qui était une équipe qui avait déjà investi depuis longtemps dans tout ce qui est statistique par rapport à c'est ça, c'est pour la petite anecdote, les précurseurs dans la statistique dans le football. Et ils avaient par exemple
racheté une startup qui aidait les clubs à trouver les profils de joueurs dont ils avaient besoin et à matcher avec ces joueurs-là et justement fournissait des listes de joueurs qui pourraient être intéressants pour le mercato. Et par exemple, ça n'a pas été une réussite au final, mais ils avaient recruté Gabriel Paulista, c'est ça, C'est ça. via cette startup. Et donc, c'est pas étonnant de voir Arsenal, enfin plutôt Wenger à l'époque, mais du coup Arsenal parler de ce genre de statistiques. Et pour ma part, j'ai aussi vu beaucoup de comptes Twitter allemands en parler. J'ai l'impression que chez eux, c'est beaucoup plus développé qu'en France ou au Portugal. Ouais. Et pour info, comme tu l'as dit, il y a le compte Goalpoints sur Twitter, par exemple, qui fournit toutes ces stats-là. Et enfin, il n'y a rien de sponsorisé ni rien, mais bon, c'est les seuls qui le font sur la Liga NOS. Et je trouve ça intéressant pour ceux que ça intéresse d'aller suivre ce compte. Voilà. Et si on peut pour prendre un autre exemple, donc comme j'en avais parlé tout à l'heure sur l'entreprise Smart Odds, qui est une entreprise qui utilise les expected points dans le domaine du pari. C'est une entreprise donc, qui a racheté le club de Brentford aujourd'hui, qui est un club qui est en deuxième division anglaise, qui lutte pour l'accession en première ligue l'année prochaine, enfin cette année pour l'année prochaine. Et c'est une entreprise par exemple qui n'utilise que ce genre de stats. Alors il n'y a pas que les expected goals et les expected points. Puis il y a d'autres nouvelles stats avancées, ce serait un podcast très très long, mais c'est une entreprise qui, par rapport à ce club de Brentford, va utiliser ce type de stats pour analyser les matchs et pour recruter. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ça pour bien sûr analyser la performance globale et la production offensive d'une équipe, mais on peut aussi analyser ça par rapport à un joueur, et généralement soit pour les expected goals, généralement pour les avant-centres, et pour voir en gros si l'attaquant déjà arrive à avoir des expected goals et donc arrive à se mettre en position de frappe et à obtenir les occasions, mais ensuite à être efficace et de savoir s'il est capable de marquer et donc d'être un joueur et d'un attaquant réaliste et efficace devant le but. On peut aussi analyser ça en termes individuels pour le recrutement de son équipe, notamment l'équipe de Brentford qui fait ça pour tous ses joueurs quasiment aujourd'hui sur les derniers joueurs qu'ils ont recrutés. Pour information, on parlait par exemple d'Arsenal qui était précurseur, mais ça que quelques années. Et si on peut faire le parallèle à d'autres sports, par exemple la NBA, donc la ligue professionnelle de basket aux États-Unis, c'est pas 1, 2, 3 années de retard qu'on a, ça parle limite de décennies et on en est très 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 loin. Après, comme tu dis, il y a des clubs qui s'en servent et c'est là où la nuance est peut-être compliquée à comprendre pour certains, c'est que on ne pourra jamais rien faire avec des stats. Et par exemple, on avait un coach comme Allegri qui disait que les stats ne remplaceront jamais son ressenti de coach, son nez de coach. Et ça, on est 1 milliard de fois d'accord là-dessus. Mais les stats sont un outil et doivent être un outil dans un club de foot. Et il y a beaucoup, beaucoup de clubs de foot qui sont en train de prendre le virage et on est en train de vivre, entre guillemets, une petite révolution là-dessus. Et donc maintenant, donc on a parlé des expected goals, on va donc parler des expecting points, qui sont donc une stat qui est très rapprochée des expected goals, mais qui vont donner d'autres indicateurs, et un indicateur surtout au niveau du collectif et de la production d'une équipe. Toujours selon le livre de James Tippett, donc les expected goals nous disent souvent quelle équipe a été plus efficace, voire chanceuse. Dans l'optique de quantifier cela, on peut chercher à savoir quel nombre de points cette équipe aurait pu espérer prendre dans ce match basé sur sa production offensive. Cette stat est appelée expected points. Donc en gros, les expected points vont être calculés selon 3 étapes. La première étape, ça va être donc le calcul des expected goals. Donc on va donc comme tout à l'heure, on va avoir une équipe donc on calcule les expected goals de chaque équipe, donc de l'équipe à domicile et de l'équipe à l'extérieur. Ensuite, on va dans une deuxième étape faire une simulation. Donc là, par contre, on a besoin d'un simulateur et donc un algorithme qui est très très complexe à expliquer. Rapidement, cet algorithme va simuler 100 000 rencontres en fonction de la donnée expected goals qu'on aura rentrée dans ce logiciel. Et il va nous donner le nombre de fois quelle équipe à l'extérieur va nous donner le nombre de fois que l'équipe à domicile va gagner ce match et que l'équipe à l'extérieur va gagner le match ou le nombre de fois où il va avoir match nul. Et donc, en fonction de ça, on va avoir une probabilité. Par exemple, imaginons que l'équipe à domicile, sur 100 000 rencontres, va gagner 60 000 fois à peu près le match selon le simulateur. Et ben, donc, on aura une 60% de chance de gagner. Donc, pour le simulateur, il aura 60% de chance de gagner à ce match. Et donc, on va remettre ça sur 3 points. Et donc, on va obtenir à peu près
2,1 points, à peu près 2 points, si on prend ouais, à peu près 2 points. 2 expected points, et on peut ensuite le corréler par rapport au nombre de points au nombre de points officiels, qui lui par contre est toujours entre 3, 1 et 0 points. Par contre les expected points, ça peut être du 2,1, du 2,7, puis en fonction de la simulation qu'on aura obtenue. Pour un petit peu imager le truc et donner un exemple, bah voilà, tu le mets devant pour ceux qui ont les diapos sur YouTube. On prend le cas du Bayern Munich contre Paderborn. Donc on a vu qu'ils ont gagné 3-2 et que l'expected goals, il y a un différentiel d'environ 1,6. C'est-à-dire que ce match-là, la plupart du temps, ils vont le gagner. Cependant, si on répète ce genre de match 10, 15, 20 fois, il y aura bien un jour où ils ne le gagneront pas. Et c'est pour ça que du coup, ces expected points ne sont pas à 3 piles, mais en dessous de 3. Pour un peu plus nuancer la chose, imaginons un club portugais, je ne sais pas, je vais prendre Sporting. Comme par hasard. Imaginons que Sporting va faire un match où l'expected goals est de 1,5 et l'expected goals adverse est de 0,8. Donc le favori du match va être Sporting. Sauf que ça reste quand même une avance assez minime entre guillemets. Donc on se doute bien que si on simule ce match, le favori va être Sporting, puis on le resimule une deuxième fois, le favori va être Sporting. Mais en réalité, si on fait 10 fois ce match-là, Sporting sera très 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 loin de gagner les 10 matchs. Et c'est pour ça qu'ils auront un expected points plus bas que 2,4 et qui sera certainement vers les 1,8 voire les 2. Et donc, en gros, si on pour terminer sur les expected points, avant de parler de l'application de la Liga NOS, on va avoir donc généralement une équipe qui donc va avoir beaucoup plus d'expected goals que par rapport à son adversaire, va avoir généralement plus de 2,1 expected points, ce qui voudra dire, en gros, si on a plus de 2,1 expected points, bah, c'est qu'on aura quand même mérité de gagner le match et qu'on on est l'équipe qui se rapproche le plus des 3 points réels. Et donc dans le cas du Bayern, explicitement ici, on a voilà 2,44, donc on est à plus de 2,1. Donc on est à une démonstration que le Bayern méritait de gagner ce match et a produit assez offensivement pour gagner la plupart des matchs par rapport à Paderborn sur ce match-là. Par contre, c'est pas à 3 points, 3 expected points. En gros, pour avoir 3 expected points, faut que l'équipe adverse ne tire jamais au but. Ça veut dire parce que juste un tir peut provoquer un but même s'il est à 30 mètres et par chance on peut ne jamais encaisser le but même si l'équipe adverse aura beaucoup produit offensivement. Donc la simulation fait en sorte que une équipe comme Paderborn à 0,40 peut sur 100 000 rencontres peut au moins gagner quelques fois quand même le match. Donc le curseur est à peu près à 2,1 expected points pour délimiter en gros quelle équipe aura mérité de gagner le match à la fin. Si tu as quelque chose à rajouter sur nos définitions, Jordan, on peut passer à la Ligue. Non, c'était parfait. Après, comme on l'a dit, c'est un petit peu nuancé par le fait qu'il peut y avoir des occasions sans but, etc. Mais bon, ça restera toujours le souci de l'expected goals et de l'expected points, vu que les deux sont liés. Voilà. Après, c'est bien d'analyser tout ça sur un grand échantillon de matchs et pas bien sûr sur un seul match. C'est ce qu'on va faire C'est d'ailleurs ça. tout à l'heure, c'est parce qu'on voilà, au final, sur un grand échantillon de matchs, on va quand même avoir une image assez honnête de la production du jeu d'une équipe sur une période donnée. C'est Donc, ça. Je pense qu'on peut passer à la partie intéressante, donc voilà, la Liga NOS. la Ligue 1. Qu'est-ce qui s'est passé en Ligue 1 sur la première partie de saison euh, donc, si on regarde donc sur nos 5 clubs qui sont actuellement en première position, non, il n'y a pas Rio. C'est vrai qu'ils n'étaient pas dans les 5 premiers. D'ailleurs, il n'y a même pas Famalicão. On a juste pris Exact, Porto, ouais. Benfica, Braga, C'est Guimarães et Sporting. On a pris le club européen, on va c'est dire. ça. Et on verra aussi que Guimarães a un expected goals offensif particulièrement haut par rapport à Sporting Mm. et au reste de ses concurrents. Voilà. Donc, si on prend par exemple ici donc, le cas donc, de notre table d'expected goals et de expected goals against, parce que bien sûr, on peut analyser notre performance offensive, mais bien sûr, on peut aussi analyser quelles ont été les performances offensives des adversaires et donc pour analyser donc notre efficacité défensive à ne pas encaisser d'expected goals. Et donc, dans ce championnat-là des expected goals against, on a un FC Porto depuis le début de la saison qui est en première partie de saison qui était absolument imbattable, limite au niveau de ses expected goals against, avec seulement 9,8. Et donc ça revient aussi un petit peu à la stat qu'on avait pendant longtemps en première partie de saison sur le FC Porto, qui n'avait encaissé aucun but dans les compétitions nationales avant le match face à Braga. Donc c'était le mois dernier. Donc pendant presque 4 mois, Porto n'a pas encaissé un but à domicile. Donc ça se corrèle bien
entre un Porto qui donc encaisse peu d'occasions, qui encaisse peu de buts, qui ont encaissé 11 buts, donc on est assez proche, même si ça veut dire aussi que les adversaires ont été un peu plus efficaces face au FC Porto par rapport à leur production, par rapport à la production offensive des adversaires. Mais on a sur cette première partie de saison un Porto qui a été extrêmement bon au niveau défensif, et c'est pas illogique vis-à-vis donc de l'entraîneur Sergio Conceição qui partout où il est passé a toujours réussi à créer des équipes d'un point de vue défensif très solides. Avec le FC Porto actuellement, c'est peut-être plus offensivement dans le jeu, on a ce ressenti que Porto joue un football peu alléchant, mais en termes de stats et d'expected goals, bah, ça se voit pas tant que ça. On a quand même un Porto qui est extrêmement bon offensivement. C'est ça, c'est vraiment très fort le 9,8 pour 17 journées. C'est-à-dire qu'on est à quasiment 0,5 par match. Donc non seulement Porto ne concède quasiment aucune occasion flagrante, mais c'est aussi Porto concède très peu de tirs tout court en fait. De tirs dangereux. Non, mais même le nombre de tirs tout court est assez faible par match, dans le sens où en fait au final au cumulé faire, je sais pas, par exemple plusieurs tirs à l'entrée devant la surface, etc. Au final, au cumulé, si tu fais énormément de tirs, ça fera quand même un petit résidu à 0,3, 0,4, etc. Et là, on voit que même comme ça, ils sont à 0,5 quasiment de expected goal against par match. C'est vraiment très faible. Et certains clubs n'arrivent limite à ne jamais faire 0,5, ne serait-ce que dans un match. Or, Porto, c'est quasiment sa moyenne. C'est même sa moyenne sur le début de saison, sur la première partie. C'est très fort. Et on voit que ça colle avec le nombre de buts encaissés et que limite, ils auraient pu en encaisser encore moins. Alors que si on prend par exemple le cas d'un Benfica, qui est un cas européen et qu'on va évoquer juste après sur un cas de surperformance assez improbable, et c'est pour ça que ça revient sur certains discours qu'on a eu lors des dernières émissions par rapport à un Benfica qui donne l'impression au final de surdominer son championnat par rapport à toutes ses victoires. C'est pas faux, loin de là, mais il y a aussi cette impression que Benfica ne surdomine pas non plus totalement ne surdomine pas totalement. Par exemple, si on prend donc la stat des expected goals, sur la première partie de saison, Benfica était à 31,4 buts espérés, si on traduit expected goals, alors que Benfica en a marqué 42. C'est-à-dire que Benfica a été très efficace et a réussi à marquer des buts. À marquer des buts qui n'étaient pas forcément évidents, et donc voilà, on a donc un différentiel à peu près de 10 buts, ce qui est vraiment beaucoup. Et on a même encore un différentiel au niveau des expected goals against. Benfica aurait dû encaisser 13,8, donc on est vraiment à 4 expected goals against de plus que Porto. Pourtant, Benfica a encaissé 5 buts de moins que Porto sur toute la première partie de saison. Donc c'est impressionnant comment Benfica, au final, a été très réaliste d'un point de vue offensif sur toute la première partie de saison, et d'un point de vue défensif aussi sur toute la première partie de saison, ce qui a engagé ce nombre de victoires sur la première partie de saison incroyable. Donc voilà, 16 victoires et une seule défaite face au FC Porto en tout début de saison. Et là où moi je trouve ça particulièrement choquant, c'est que par exemple, on va le voir avec Braga juste après, mais Benfica et Braga ont plus ou moins le même nombre d'expected goals. Alors que Braga est en sous-régime et a seulement 27, et Benfica est en sur-régime et a seulement 42. Seulement. Les cas. Seulement. Mais est à 42, excusez-moi. Je suis encore choqué, c'est pour ça. Mais on peut nuancer, entre guillemets, par le fait qu'on puisse se dire, bon, Benfica a eu un très bon Vinicius, et est-ce que Vinicius est dans la case des, entre guillemets, 9 qui sont trop forts pour le championnat portugais et qui vont avoir une occasion, un but tout le long d'une saison et qui sont capables de le tenir? Mais là où c'est difficilement justifiable, c'est de l'autre côté en fait. Comment Benfica, avec 14 expected goals against, peut n'avoir encaissé que 6 buts? Certes, Vlaco fait une très bonne demi-saison pour moi, mais ça peut pas seulement se résumer à un bon gardien. Et là où, là où la nuance entre chance, réussite et talent est minime côté expected goals de ton équipe, on peut dire que côté expected goals against, la part de chance est beaucoup plus forte et la part de sur-régime beaucoup plus forte. Parce que là, clairement, la seule part qui vient vraiment de ton mérite, c'est ton gardien. Or, certes, Vlaco fait une bonne demi-saison pour moi, voire très bonne demi-saison,
Mais Mais là, c'est quand tu vois un tel différentiel, c'est quasiment du inédit en Europe. ouais, c'est comme si tu avais un gardien tel que Oblak, Alisson dans tes cages, quoi. C'est ça. Mais Ter Ou Stegen, Ederson à l'époque oui, ou Ederson à où il l'époque. était à Benfica. Mais C'est ce genre de pour moi, gardien. Vlaco, c'est pas ce C'est niveau-là. pour ça. Et ça se résume pas seulement à Vlaco, justement. Donc c'est pour ça que ce genre d'indicateur, même enfin, plus défensif, nous montre quand même que Benfica était dans un sur-régime et enfin surperformance, sur-régime c'est peut-être un peu fort, mais surperformance et que donc c'était pas non plus inenvisageable de voir Benfica perdre des points sur ces 2 dernières journées de championnat. Alors on enregistre le lundi, donc ils vont affronter Gil Vicente, on va voir ce que ça va donner. Mais sur les 2 dernières journées de championnat, donc c'est donc défaite à Porto et défaite face à Braga à domicile. Donc même si c'était des concurrents plutôt forts de notre championnat, on verra aussi ce que ça fera face à des équipes plus faibles et voir s'ils arriveront s'ils encaisseront des matchs nuls et des défaites qu'ils n'encaissaient pas forcément en première partie de saison. Voilà, si objectivement on regarde certains matchs de Benfica face à Tondela, si on se souvient, je crois que Tondela était à 0,8 expected goals et Benfica était qu'à 0,4 et Benfica avait gagné 1-0 sur une tête de Ferro. Donc il y a ce match-là, il y a le match à Molélé, hein, il y a le match à ce Sporting où Benfica ne mérite pas forcément de gagner en termes de statistiques avancées, mais il y a eu l'entrée de Rafa et individuellement Rafa a changé les choses sur ce match-là. Il y a eu le match à Guimarães aussi où Benfica gagne 1-0 mais la production offensive était aussi inférieure à celle de Guimarães. Donc il y a quand même pas mal de matchs où Benfica n'a pas produit offensivement bien plus que son adversaire. Par contre, ils ont toujours essayé de réussir cette efficacité de C'est marquer et de gagner à chaque fois, ce qui était assez impressionnant. c'est ça. Et là où la nuance est très faible, c'est qu'on ne dit pas que Benfica va s'écrouler en deuxième partie de Non, saison et va se mettre à perdre car la chance va tourner. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que tout simplement, il y a un warning sur ça et que si Benfica continue à faire ce genre de match-là, ça va très certainement se retourner. Après, est-ce que Benfica va améliorer ça? Est-ce que Benfica va sortir de meilleures performances? Ça, c'est autre chose. Mais là où la stat se trompe peu, c'est que si ça continue comme ça, il faut quand même faire attention. Et une équipe qui est à 100%, mais c'est vraiment 100% de victoire contre les autres, entre guillemets, ouais, c'est contre vrai. le hors top 4, ah, certes, elle est très très forte contre le hors top 4, mais 100%, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est ça. C'est là où est la nuance. Et c'est pour ça qu'on peut imaginer qu'en deuxième partie de saison, Benfica va pas bien sûr s'écrouler, mais perdre quelques points. Et sachant que maintenant, il n'y a plus qu'un C'est point ça. d'avance sur FC Porto en attendant, imaginons s'il gagne Gil Vicente ce soir. Donc au final, le fait qu'il n'y ait plus qu'un point d'écart entre Porto et Benfica bah, est bien plus logique que, en termes de stats avancées, est bien plus logique que les 7 points d'avance que Benfica a eu à un moment, il y a 3-4 journées entre ces deux équipes. C'est Et ça. Et là où on se disait que la production offensive de Benfica paraissait super assez, mais que inversement, la plupart des gens se disaient quand même la production défensive de Porto est plus intéressante que celle de Benfica. Bah, on voit qu'au niveau des buts encaissés, bah, c'est totalement le contraire. On est quasiment divisé par deux sur la première moitié de saison. c'est ça. Donc, il y a quand même quelques signaux un petit peu étranges. Si on passe au cas du Sporting, Jordan. Bah, le cas du Sporting, on voit entre guillemets le commun des mortels, ce qui arrive à 90% des équipes. C'est-à-dire que notre expected goals et notre expected goals against suit plus ou moins à la réalité. Mhm. C'est-à-dire qu'on n'est ni en sur-régime, ni en sous-régime. Et là, pour le cas des expected goals de Sporting, j'avais un petit peu plus regardé en détail. Et en fait, on avait une petite partie en sur-régime en début de saison, quand ça allait très très mal. Oui, Et depuis Silas, on est vraiment à un but espéré, un but marqué. c'est ça. Donc c'est là où moi, ça m'a alarmé encore plus côté Sporting, c'est qu'on avait des résultats catastrophiques et qu'en plus de ça, c'était limite du sur-régime. On marquait des buts qui venaient un peu de nulle part, un peu comme le penalty contre Rio Ave, mais bon là, c'est même pas retranscrit dans les expected goals. Mais ce genre de but qui ne vient de nulle part et qui nous sauve d'une défaite, d'un match nul. Et au final, même comme ça, on était très très loin dans les points. Mais Euh, depuis Silas, c'est plus ou moins à l'équilibre. ouais, c'est à peu près l'équilibre. Mais le Sporting et puis voilà, les C'est équipes ça, adverses ont des occasions et les grosses occasions ils les mettent et le c'est ça, Sporting a des occasions et ces occasions ils les mettent aussi. Donc c'est il y a ça. un sorte d'équilibre qui est vis-à-vis du Sporting donc qui est assez fidèle vis-à-vis de ses stats avancées. Et là où, pour donner un petit exemple concret d'à quoi peuvent servir les stats avancées, c'est que par exemple, sous Silas,
ça sautait pas forcément aux yeux, mais on s'est rendu compte que les expected goals against avaient drastiquement diminué. Mais vraiment drastiquement, du divisé par 2, du divisé par 3. Et que là où on pouvait faire des matchs catastrophiques avec 2 voire 3 expected goals adverses, ce qui est énorme en Liga NOS, c'est-à-dire qu'un club de Liga NOS de milieu de tableau pouvait planter facilement en moyenne 3 buts à Sporting. Et bah là, on commençait à enchaîner des matchs à moins d'un expected goals et against. Et du coup, dans le même temps, on a vu que Sporting se mettait à faire des clean sheets de temps en temps, alors qu'avant, c'était impossible. Voilà, Donc, ça s'est vraiment rejoint dans la réalité. En gros, si on prend à l'échelle de notre Liga NOS, on va avoir la plupart des matchs des grands vis-à-vis des petits. C'est donc une domination des grands et donc une production offensive qui va être plus élevée, forcément. Et donc, sur les futurs matchs, si vous faites attention, on aura un Porto, un Benfica, un Braga, un Sporting qui va donc avoir à peu près plus d'1,5 expected goals et une équipe adverse qui va avoir généralement moins d'un expected goal. Et donc et généralement en fait ça reflète quand même assez bien la moyenne des matchs qu'on a en championnat, en tout cas que les grands ont dans leur championnat. C'est une ultra domination vis-à-vis de leurs adversaires. Bien sûr que parfois, sur une contre-attaque, par exemple, si on prend le match de Benfica face à Aves sort une fois de son camp et marque le but de Mohamed. Et donc, on marque et Benfica prend ce but. Mais Benfica aura quand même largement dominé son match. Il gagnera au final de buts 1. Et ce qu'a fait Silas, au final, c'est qu'il a, au début, en tout cas, lorsqu'il est arrivé, il a un peu rééquilibré et en gros, le Sporting a retrouvé des statistiques qui sont au final fidèles à un grand qui joue dans le championnat portugais. Il les a mis plus ou moins dans la norme, statistiquement parlant. Après, c'est pas flamboyant, etc. Mais bon, on est rentré dans les cadres là où on avait vraiment des valeurs aberrantes et que c'était pas possible, quoi. Voilà. Sur le cas de Braga, donc j'en avais souvent parlé pour évoquer donc le manque d'efficacité du Braga de Sapinto. Ça s'est un peu rééquilibré avec l'arrivée de Ruben Amorim qui lui par contre depuis son arrivée est un petit peu à rééquilibrer tout ça, c'est-à-dire que même parfois Braga maintenant arriver à gagner des matchs en ayant des expected goals plus faibles. Mais en tout cas la période de Sapinto sur la première partie de saison c'est largement fait ressentir sur le manque d'efficacité de l'équipe et donc on a un Braga qui aurait pu espérer marquer 31,5 buts alors qu'ils n'en ont marqué que 27 et donc on est donc sur un différentiel de plus de 4 buts et demi. Et donc à partir de 4 buts et demi, on peut quand même voir une équipe qui a quand même été largement sous-performante en termes d'efficacité. Et c'est un peu pareil donc par rapport à Guimarães, on va voir tout à l'heure, où Guimarães donc, est un peu un différentiel un peu plus bas donc de 2,5 entre ses buts marqués et ses expected goals. Donc Guimarães était à 27,5 buts espérés, expected goals, et il n'a marqué au final que 25 buts. Donc ça a souvent aussi rejoint ce qu'on disait sur les matchs de Guimarães, avec une difficulté à de temps en temps marquer des buts, et notamment du fait qu'ils ont eu un avant-centre qui s'appelle Lobolatini, qui est toujours là d'ailleurs, mais qui est réellement en sous-performance depuis son arrivée, qui marche plus, quoi. Et donc ça s'est aussi ressenti, donc cette individualité c'est quand même ressenti parce que c'est l'avancante sur les buts espérés du Vitória sur le début de saison. Et du coup, juste pour un petit peu conclure, là, on n'a pas les stats de Famalicão qui apparaissent, mais là où justement on alertait à propos des stats que Famalicão était en sur-régime et que ce n'était pas normal pour eux qu'ils marquent autant avec si peu de buts espérés, c'est que c'était le club avec Benfica qui était le plus en sur-régime, mais pour le coup, eux, ça s'expliquait moins par les joueurs en eux-mêmes, disons qu'ils n'avaient pas Vinicius devant, et ben on voit que sur les derniers matchs, ça s'écroule complètement. Ouais, on va voir donc, sur le tableau des expected points. Donc en Angleterre, elle s'appelle la Justice Table. En gros, c'est quelle équipe doit vraiment être en premier par rapport à ses expected points et donc par rapport à sa production offensive. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc Porto serait premier par rapport à si on fait les expected points du FC Porto. Et donc, si on prend le cas de Famalicão ici, on a un Famalicão qui était à 1,82 points par match, donc un rythme quand même hyper élevé pour un club promu. Là, on n'est pas loin des 2 points par match, alors qu'on avait un expected points par match de 1,55, donc il y a un différentiel de 0,27, donc il y a une démonstration d'une super performance de Famalicão en plus qui n'a pas l'effectif de Benfica bien évidemment, et donc qui le jour où ça irait mal, bah, forcément que ça devait aller un peu plus mal qu'à Benfica par rapport à ce différentiel. Et là où je vais juste nuancer, parce que sinon on va avoir soit les Portiches qui vont dire ah on mérite d'être champion, et les Benfica qui vont dire ah c'est n'importe quoi, on mérite d'être champion. Non,
Ce tableau-là ne veut pas dire Porto doit être premier. Bien sûr. Ça veut juste dire que, attention d'ailleurs, c'est à la 17e journée, donc on a une différence de points dans la vraie vie qui est plus haute que le différentiel de points à l'heure actuelle, vu qu'il n'y avait toujours pas eu le Braga-Benfica. Et le Benfica Porto. Et le Benfica Porto. C'est ça. Donc déjà, c'était plus de points. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, là où le différentiel de points était quand même très haut, 7 points en Liga NOS, c'est pas rien, le différentiel d'expected points n'était pas si haut, voire pire, il était inversé. Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le message d'alerte, c'est que finalement Benfica est devant, mais sur le long terme, s'ils continuent comme ça, ils ne seront pas forcément devant et pas forcément avec autant d'avance. Et donc c'est là où il faut vraiment nuancer la chose. Ça ne veut pas dire ils sont devant de 0,15 expected points, alors ils méritent d'être champions. Non, parce qu'il y a tellement de cas particuliers aussi qui font que ces petits résidus-là, il n'y a pas un seuil qui fait qu'à partir de temps, l'autre va mériter d'être champion ou à partir de temps, l'autre va encore mériter d'être champion. Non, parce que par exemple, on va prendre des cas particuliers. Imaginons que Benfica, je sais pas, gagne 2-0 très rapidement sur un doublé de Vinicius qui met ses 2 seules occasions, des occasions qui ne sont même pas spécialement des grosses occasions. Et ben on va se dire que ce Benfica-là, il est en sur-régime entre guillemets sur ce bout de match, mais ils vont un peu lever le pied, ils ont un match européen, ils ont un match le mercredi ou n'importe, et l'équipe adverse va se mettre à avoir des occasions. Sauf que cette équipe adverse-là ne va pas mettre ses occasions. Automatiquement, son expected goal va augmenter, et imaginons ce match finisse vraiment en 2-0, et bah, au final, ils se sont jamais pris le 2-1, ils gagnaient 2-0, donc non, ils n'avaient pas non plus envie de trop se fatiguer ils s'économisaient. Et au final, on va avoir un expected points qui soit va être beaucoup plus bas, soit va carrément être à l'équilibre entre les deux. Or, au final, dans la vraie vie, ce qui s'est passé, c'est que Benfica n'a jamais été en danger sur ce match-là. On est d'accord, Mathieu? Ah oui, on est clairement d'accord. Ouais. Voilà. Donc au final, ça reste à nuancer. Ça donne une très bonne idée générale, vu que sur le long terme, les cas s'annulent plus ou moins. Mais au final, pour 0,1, 0,2 expected points de différence, ça ne veut pas dire que A mérite d'être champion et B ne mérite pas d'être champion. Ça veut tout simplement dire que les deux sont plus ou moins au même niveau d'expected points. Quand on a une différence telle que celle entre Porto et Benfica, enfin soit Porto, soit Benfica et Sporting, là oui, tu as une vraie différence dans les points, tu as une vraie différence dans les expected points, tout est normal. Mais là, justement, c'est juste pour réinverser un peu la chose. Certes, Benfica était très devant en nombre de points, mais attention, au niveau des expected points, on voit que c'est proche, voire, enfin, c'était même pas proche, là, du coup, c'était Porto devant. Donc, attention, si ça continue comme ça, Porto peut très bien être champion. Pas Porto va être champion. Porto peut très bien être champion. Et voilà, donc et en plus, ça s'est ressenti sur les 2 derniers matchs où on sentait un C'est ça, Benfica qui c'est que était moins là, bien. Et au final, on a vu que ouais, ça s'est resserré. Et en analysant un peu les expected points et donc cette stat-là, on pouvait quand même s'attendre à un Benfica qui, en tout cas, peut-être pas forcément sur ces 2 matchs-là, mais en tout cas sur les autres matchs, par exemple sur certains matchs où Benfica aurait pu encaisser le match nul et donc perdre 2 points. Et donc là, clairement, ta moyenne de points par match, elle baisse drastiquement. Et donc voilà, donc on a un Benfica qui, sur certains matchs, aurait pu encaisser ce match nul en première partie de saison et n'a jamais encaissé. Et donc, mais comme il y a ce différentiel si important entre ses points par match et ses expected points par match, ben on pouvait s'attendre à que Benfica quand même allait baisser un peu de régime sur la deuxième partie de saison. Et limite, ça a déjà commencé très tôt. Et en plus, on a ces 5 derniers matchs et donc ces 2 défaites face à Benfica, face à Porto et face à Braga. Et on a ce resserrement qui s'est réalisé au final très 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 vite, beaucoup plus vite au final que ce qu'on pouvait espérer. c'est ça, le hasard fait qu'on sorte cette vidéo là maintenant. Bon, ça fait un petit peu magicien de le sortir C'est maintenant vrai. comme par hasard, mais au final, pour les personnes qui nous suivent sur Twitter, pour les personnes qui suivent les émissions, etc., c'est quelque chose dont on a pas mal parlé. Et bon, le hasard fait que ça arrive maintenant, mais c'est quelque chose qui était plus ou moins prévisible. C'était pas forcément normal de voir Benfica aussi loin devant. Voilà. Après, bon, on dit ça, peut-être que Benfica aurait très bien pu gagner le Classico et bon, ça annulait complètement la chose. Mais ça reste quand même quelque chose qui pouvait se ressentir à la longue si ça continuait comme ça. Et donc, si on prend notre cas aussi de surperformance en Europe aujourd'hui, on a Liverpool qui a un cas de surperformance. Donc, je crois qu'ils sont à plus de 20 expected points par rapport aux points qu'ils ont actuellement. Je crois qu'ils sont à 76 points
actuellement, Liverpool, selon les expected points, il devrait être qu'à 55. Donc là, on a un cas de la plus grosse surperformance. Enfin, c'est pas la plus grosse surperformance d'Europe, mais Enfin, c'est plutôt le plus gros voilà, c'est le plus gros. différentiel, entre guillemets, non mérité. Donc, Liverpool est en surperformance et City, c'est pas normal qu'ils aient perdu autant de points avec ces matchs parce qu'il y a vraiment un nombre de matchs incalculable où ils ont perdu des points alors qu'ils n'auraient pas dû en perdre. Et on peut estimer que City est, lui, en sous-régime. Donc, on a le premier en sous-régime et le second en sous-régime. Donc, au final, les expected points entre les deux sont plus ou moins à l'équilibre. Il me semble que Liverpool est un tout petit peu devant. Alors que dans la réalité, il y a quasiment autour de 20 points d'écart. Ouais, c'est ça. Et Et si on... pour un peu nuancer, on a l'exemple, par exemple, du Ouais, Shakhtar. Shakhtar. Tu peux en parler mieux que moi? Bah, l'exemple du Shakhtar aujourd'hui qui est à, donc seulement un différentiel de 0,28, une surperformance de seulement 0,28 points entre ses points par match et ses expected points. Donc là, on est loin des 0,76 de Benfica, on est qu'à 0,28. Donc on a une équipe qui bien qui dans son championnat, donc dans le championnat ukrainien, surdomine absolument son championnat et donc va avoir très très peu de matchs comme Benfica où le Shakhtar ne va pas dominer son adversaire et va marquer un but à la 90e, un peu comme Porto face à Portimonense hier. Voilà, c'est une équipe qui, dans son championnat, sur 16 matchs, bah, il y en a 15 où clairement le Shakhtar est vraiment, vraiment, vraiment plus fort et va clairement dominer son adversaire et quasiment à tous les matchs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut nuancer. Là, on a un cas d'une équipe qui va avoir beaucoup de points par match, mais aussi beaucoup d'expected points par match, parce que clairement le championnat n'est pas du tout au niveau des joueurs qui est actuellement au Shakhtar. C'est ça. Le cas donc rapidement du FC Porto et du Sporting, donc ça comme on l'a dit tout à l'heure, c'était des cas. Je me suis trompé sur les expected points de Porto, j'ai remis ceux de Benfica, c'est pas grave. Ouais, petite Mais coquille, mais bon, c'était plus ou moins la même chose. On était à 2,2, quelque chose comme ça, il me semble. bon, peut-être je changerai peut-être au montage, mais au niveau donc, voilà, de Porto et du Sporting, on était vraiment sur un équilibre. Et donc Porto au final est clairement à sa place. Porto produit et Porto n'encaisse pas et Porto est aujourd'hui à un point de Benfica quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, un petit parallèle, un petit HS sur. On pouvait souvent entendre, je l'ai même peut-être moi-même dit, que Porto était entre guillemets en sur-régime offensif car il ne marquait que des coups de pied arrêtés. Mhm. Or, on voit que ces coups de pied arrêtés-là, c'est pas de la chance. Et s'ils les mettent, c'est qu'ils se les procurent. Et ils se les procurent, comment dire, euh, ils n'en mettent pas plus qu'ils n'auraient dû en mettre au nombre, sachant le nombre de coups de pied arrêtés qu'ils se sont procurés. C'est-à-dire qu'ils se procurent énormément d'occasions sur coup de pied arrêté, donc ils marquent énormément de buts. Et ils jouent très bien leur coup de pied arrêté, tout simplement. Voilà. Et c'est C'est pas de la chance, y a, loin de là. c'est pas de la chance, c'est juste du travail sur coup de pied arrêté. Bon, après, peut-être que certains, dont moi, ne trouvent pas ça spécialement beau, mais bon, enfin, C'est il faut dire efficace. ce qu'il en est. On voit qu'ils sont efficaces sur le domaine. Sur le Sporting, je pense qu'on a tout dit tout à l'heure par rapport à C'est ça, on est dans les normes. un équilibre depuis l'arrivée de Silas. Et on a donc les cas donc, de nos deux clubs du milieu qui se rapprochent bêtement, si je peux dire ça comme ça, sur le manque d'efficacité donc de Braga qui aurait un rythme d'expedit points à 2,03, donc un rythme quand même d'un vrai prétendant au podium, voire même de D'un la, contender, on va dire. ouais, limite d'un prétendant en tout cas, peut-être pas la deuxième place par rapport au rythme de Benfica et de Porto, mais déjà pas à 15 points ou à 16 points qu'a Braga actuellement sur C'est Porto et ça. sur Benfica. Disons que si Braga était enfin, suivait le rythme qu'il aurait dû avoir et que Porto et Benfica étaient en sous-régime, alors peut-être potentiellement ils auraient pu se mêler à la course au titre. Voilà. Et si on a un Braga par exemple qui s'y avait respecté le modèle Brentford par exemple, qui ne raisonne que par ses expected goals et les expected points, bah en fonction du logiciel, on aurait dit à Antonio Salvador, le président de Braga, de conserver sa finto parce qu'à un moment, les choses allaient changer et à un moment, les buts auraient vraiment commencé à rentrer. Et c'est ce qui s'est passé à Brentford, que lorsque l'actuel entraîneur Thomas Frank est arrivé à Brentford, les 4 premiers matchs, ils gagnent pas les 4 premiers, en tout cas, ils perdent les quatre premiers matchs. Et dans un club de deuxième division, bah, quand tu gagnes pas tes 4 premiers matchs, souvent tu te fais virer tout de suite. Et bah, Brentford ne l'a pas du tout viré,
parce qu'ils ont remarqué que bah, il y a une production offensive qui est hyper intéressante et qu'à un moment, la bascule allait se faire et c'est avéré. Et sur la deuxième saison, Brentford joue la montée la montée en première ligue. Donc après, peut-être que Ruben Amorim ne serait pas à Braga aujourd'hui, selon le ressentiment du fait que bah, on sentait Ah, que l'équipe n'allait pas progresser. Et donc après, tu peux aussi le voir sous l'autre angle. Tu te dis, bon, certes, on a une production offensive, on n'arrive pas à la à la concrétiser. concrétiser. Et bah, du coup, tu te dis, un nouveau coach qui va encore bonifier cette production offensive arrivera à la bonifier. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Ruben Amorim. C'est aussi le travail mental dont on parlait avec Ruben Amorim. C'est pas un hasard qu'un coach qui arrive enfin à gagner tous les gros avec Braga concrétise ses occasions. C'est Pour ça. moi, c'est pas un hasard. Et en plus, si on prend vraiment depuis qu'il est arrivé à Braga en championnat, Braga a créé 13 expected goals avant le match de Setúbal hier. 13 expected goals et a marqué 17 buts. Donc là, on est clairement sur un changement par rapport à ce qu'il y avait avec Ricardo Sapinto, c'est-à-dire une équipe qui maintenant marque ses occasions et marque toutes les occasions qu'elle a quasiment. Si on prend le match de Porto, Braga elle n'a que 0,2 expected goals et marque 2 buts. Donc c'est vraiment une C'est ça. surperformance sur le match assez incroyable. Mais encore sur ce match, il y a l'occasion d'Horta à la fin qui n'arrive pas à toucher le ballon et s'il la touche, toi s'il tire, bah, tu rajoutes limite plus de 0,8. Et donc ton total il est un peu plus élevé. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même nuancer sur un match. C'est toujours à nuancer. Et donc bien sûr il faut regarder les matchs. Mais surtout sur un échantillon plus large, là quand même on aura vraiment une sorte de une tendance qui va se révéler et qui va être plutôt réaliste. C'est ça. C'est dans le sens où Braga qui gagne Sporting, Porto et Benfica, qui fasse un 9 sur 9 au vu des matchs, c'est un léger sur-régime, Oui, entre guillemets, parce clairement qu'on se même. doute qu'il. Enfin, certes, contre Sporting, contre Benfica, c'est plus ou moins à l'équilibre, même si, bon, Vinicius craque pas mal. Mais certes, ils ont mérité, entre guillemets, ces 3 points, mais tu te doutes qu'en refaisant tous ces matchs, ils ne seront pas tout le temps à 9 sur 9, et donc il y a une certaine part de sur-régime. Non, c'est ça. Mais, dans l'autre sens, on se dit que, enfin, Braga n'est plus en sous-régime. Non, et il Et a fait cette bascule mentale en gros. c'est ça, Et, cette bascule ça, mentale. c'est inquantifiable statistiquement. C'est cet C'est aspect, ça. c'est ce choc psychologique qu'a donné l'arrivée de Ruben Amorim. Et pour On se lui, doute que si on continue les stats pendant 6 mois, on refait un point dans 6 mois, dans un an, et bah, le Braga de Ruben Amorim aura très certainement un expected goals et un nombre de buts marqués soit égal, soit quasiment égal. c'est ça. Et pour Guimarães, ça revient à la surperformance, en tout cas à la sous-performance de tout à l'heure, où on a un Guimarães qui avait donc 1,84 d'expected points par match contre les 1,47 réels, ce qui est quand même. Il y a un gros différentiel là aussi. Et par rapport aux expected points, on a quand même un rythme de production offensive qui est quand même sacrément bon du côté du Vitol, mais qui n'est pas du tout concrétisé. Et c'est. Personnellement, si on regarde les matchs, moi perso, il y a vraiment ce problème de l'avant-centre souvent répété, et donc de ce joueur qui n'est pas capable, mais aussi ce joueur qui n'est pas capable de marquer régulièrement, et aussi parfois tactiquement cette équipe qui a du mal à mettre du monde dans la surface, surtout quand elle n'a pas Davidson, et donc au final ça va très bien, on peut plutôt bien voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain au niveau du jeu et au niveau réel, et en termes statistiques, ben, on voit quand même une certaine corrélation, et c'est plutôt intéressant de remarquer cela. Ouais, je pense que tu as bien conclu sur la chose. Voilà, donc je crois on est quasiment à la fin. Donc on a bien appliqué sur notre championnat. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait vu pour conclure? Donc j'ai mis sur le diapositif et on le mettra sur la description. Le livre de James Tippett qui est en anglais, The Expected Goals Philosophy, qui explique très simplement et très 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 bien tout ce que sont les expected goals, les expected points. Il y a aussi les expected assists, mais qui sont plus d'un point de vue individuel. Et donc là, on n'avait pas assez de statistiques d'un point de vue individuel pour vous en parler plus longuement. On a bien sûr parlé donc plus d'un point de vue collectif et d'un point de vue d'une équipe, des équipes globalement. Euh, donc on le mettra en description si vous avez envie de l'acheter. On lui fait de la promo gratuite alors que je sais pas, on va peut-être le mentionner sur Twitter, je sais pas, mais absolument gratuite la promo là. Mais Le compte Twitter Goalpoints, d'ailleurs, comme j'ai dit aussi, oui, qui est très très bien euh, pour suivre les stats portugaises. il y a le donc Understat qu'on a vu tout à l'heure, donc les schémas tout à l'heure. Donc c'est Understat qui fait tous les championnats sauf le championnat portugais. Il fait le championnat russe mais pas le championnat portugais. Donc c'est sacrément dommage parce que là il y a vraiment une grosse base de données et on voit il y a aussi pas mal de trucs.
donc pour tout ce qui est Liga, Première Ligue, Serie A, Ligue 1, Bundesliga et donc la première division russe. Il y a tout ça sur Understat, c'est gratuit donc c'est plutôt bien fait. Il y a plein d'autres stats avancées donc on n'a pas évoqué mais qui sont aussi très intéressantes mais qui nécessiteraient d'autres podcasts spécifiques. Donc il y a tout ce qui est expected assists comme j'ai dit tout à l'heure, les progressive passes, les progressive runs, le PPDA donc qui calcule l'intensité d'une équipe dans un match. Enfin, le nombre d'actions défensives après la perte du ballon par minute de possession adverse, c'est un truc de fou, mais c'est aussi Ouais, très ça peut intéressant. aller vraiment Il y très a, il très y a- très très loin. voilà, il y a aussi le taux d'expected goals par rapport au nombre de tirs, donc il peut aussi calculer dans un match si une équipe encaisse des expected goals, mais une équipe peut encaisser peu d'expected goals, mais des expected goals très forts. Et donc ça voudrait dire que tu as une équipe par exemple comme City, moi, un peu comme le Braga de Ruben Amorim sur ces derniers matchs, qui va encaisser peu d'occasions, mais qui va avoir sa ligne de défense tellement haute et qui va prendre parfois des passes en profondeur et mettre et laisser les attaquants adverses en 1 contre 1 plutôt régulièrement presque. Ça va pas arriver très souvent dans un match, mais ça va arriver quand même, mais ça va créer des expected goals très forts parce que là on va avoir un 1v1 entre un gardien et un joueur dans un espace plutôt important. Et donc aussi on peut calculer la force de l'expected goals d'une équipe adverse ou de son équipe en fonction d'un match. Et là aussi ça peut aussi être intéressant et toutes les équipes au final l'analysent et ça donne de bonnes indications. Et pour la conclusion, j'ai rien d'autre de plus à dire. Je crois que tu avais d'autres choses à dire, Jordan, pour finir. Moi, c'est juste une légère conclusion, c'est qu'on l'a un peu dit en soi, c'est que n'importe quelle stat, que ce soit les stats qu'on a vues aujourd'hui avec les expected goals, expected points ou une stat individuelle, par exemple quelqu'un qui réussit 95% de passes, ça ne veut pas dire que c'est un bon passeur. La conclusion, c'est juste qu'une stat seule ne veut rien dire, mais que les stats, pour moi, vont devenir essentielles, voire le sont déjà dans le football. Et du coup, toutes les personnes que ça intéresse, je vous invite à peut-être vous pencher sur le sujet, à regarder les stats de vos équipes, expected points, expected goals, etc. Et là où ça ne donnera pas une conclusion, ça vous aidera peut-être à vous donner votre propre conclusion et à peut-être un tout petit peu mieux analyser la chose. Voilà, c'est pas ça. Je trouve que c'est un très très bon outil, mais par contre, il faut faire attention à ne pas en tirer des conclusions hâtives, parce que c'est vraiment ça la subtilité, le problème des choses, c'est qu'on peut, en voyant une stat, on peut très facilement en tirer quelque chose, alors qu'en réalité, ça va être complètement éloigné de la réalité, que par exemple, un joueur qui va avoir beaucoup d'interceptions dans les pieds, ça vient peut-être du fait qu'il n'arrive pas à bien lire les lignes de passe. Ou peut-être qu'il court bêtement. Enfin, ça peut venir de beaucoup, beaucoup de choses et qu'une stat qui va vous paraître positive quand elle va être tirée de son contexte, en réalité est une stat complètement négative. Ça peut vraiment être l'inverse. Voilà, donc on espère maintenant que juste regarder les tirs et les tirs cadrés ne donneront pas une indication sur ce qu'a fait votre équipe durant un match, parce que c'est pas forcément, et souvent c'est pas forcément réaliste. C'est voire même l'inverse, très certainement. Voilà. Donc les expected goals donnent une indication beaucoup plus fidèle à ce qui s'est passé lors du match. Attention bien sûr à ne pas, surtout sur un match, de ne pas prendre ça comme argent comptant et C'est dire ça. et ne jurer que par les expected goals sur un match en tout cas, sur une certaine longue période, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un échantillon plus vaste. Là par C'est contre, on a ça. des vraies indications sur ce que fait une équipe en termes de production offensive. On avait donné l'exemple du match où tu gagnes 2-0 dès la 10e et que l'équipe adverse n'arrive pas à mettre le 2-1. Et c'est l'exemple parfait. Sur ce match-là, les expected goals ne seront pas spécialement intéressants. Donc attention à ne pas faire de conclusion hâtive et à regarder toujours sur de plus grands échantillons et à regarder le contexte et à regarder ce qu'il y a autour, etc., etc. Les stats toutes seules ne veulent rien dire. Voilà, donc pour finir, dans le lien du podcast, donc il y aura la vidéo YouTube pour que vous voyez quelques graphiques qu'on a mis sur notre vidéo YouTube. Et on mettra aussi sur la description le site donc, de Danny Page, qui est un site qui permet de la simulation des expected points en fonction des expected goals. Et donc voilà, pour le prochain match de votre équipe, vous pourrez voir facilement combien de fois sur 100 000 matchs, combien de fois votre équipe aurait gagné en fonction de sa production offensive lors de ce match. C'est parfait, Mathieu. Je pense qu'on a été complet, Jordan. Merci pour cette Merci à émission. toi. Ça nous faisait- Merci à
toutes les personnes qui ont écouté le podcast. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur le podcast en lui-même, sur d'autres stats même, on pourra peut-être vous aider à y répondre. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas, bien sûr. N'hésitez pas. N'hésitez pas, tout est dans les descriptions des podcasts et des vidéos. Les pouces bleus sur YouTube, c'est très important. Les follows sur Instagram, Facebook et Twitter aussi. Donc voilà, merci Jordan encore une fois. Merci à toi. Et à la prochaine. Si vous écoutez ce podcast avant jeudi, donc l'émission en live sera jeudi prochain pour au niveau du calendrier, donc jeudi prochain pour les matchs retour des matchs de Benfica Porto et du Sporting en Ligue Europa, qui risque d'être une sacrée soirée jeudi prochain. Salut à tous. Merci à tous.